Diaspora FM, le journal. Lundi 6 septembre, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Le bilan de l'évolution de la Covid-19 a été actualisé hier. Selon les chiffres publiés, le nombre de décès et de cas confirmés sont en progression rapide. Les écureuils du Bénin reçoivent les léopards de la République démocratique du Congo ce jour à 14h au stade de l'Amitié Générale. Mathieu Kérékou de Cotonou à la faveur de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Vous suivrez un extrait de la conférence de presse d'avant-match dans ce journal. Un groupe de soldats mutins des forces spéciales guinéennes a annoncé hier la dissolution de la constitution et du gouvernement, l'éviction du pouvoir du président Alpha Condé et la fermeture des frontières. Vous allez suivre le point de vue des analystes dans ce journal. Voilà l'essentiel à développer. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes. Le Bénin compte désormais 135 décès liés à la Covid-19. Le tableau sanitaire affiche un total de 16 946 cas confirmés, 4 921 patients sous traitement et 11 890 déclarés guéris. Comparativement au bilan du mercredi dernier où le gouvernement avait annoncé 15 932 cas confirmés et 131 décès, il y a donc eu 5 nouveaux décès et plus de 1000 nouveaux cas confirmés. La presse béninoise est en deuil. Vincent Folly, journaliste et promoteur du quotidien La Nouvelle Tribune, est décédé ce vendredi à l'âge de 68 ans des suites du coronavirus. Journaliste engagé, Vincent Folly avait marqué le monde des médias par son professionnalisme. Suivez les témoignages de quelques journalistes au micro de Horacia Djodji. Mieux que de le côtoyer, dans une autre vie, il a été mon prof d'anglais au collège Père-Pierre. Donc c'est une figure que je connaissais et après je l'ai découvert, on va dire, dans la profession. Pas plus tard qu'il y a un mois, on s'est eu au téléphone parce que je voulais l'inviter dans le cadre d'une émission. On a un peu rigolé, ainsi de suite. Donc c'était la dernière conversation que j'ai eue avec lui. En tant que professionnel des médias, et ça je pense que ça peut faire l'unanimité. C'était sa rigueur, son professionnalisme. Il avait une certaine idée du métier qu'il défendait, peut-être parfois tout feu, tout flamme. Mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est un professionnel abouti et quelqu'un qui était d'une cohérence, on va dire, inattaquable. Donc c'est une grande figure de la profession qui vient de nous quitter. Et je pense qu'on peut retenir de lui son professionnalisme dans le traitement de l'information, en tout cas, et on va dire sa rigueur intellectuelle, quand bien même on ne peut pas être d'accord avec ses prises de position. D'abord, je voudrais présenter à toute la corporation des journalistes et à toute la famille Folly mes sincères condoléances. Le Fofo Vincent, comme je l'appelle souvent, c'est un monsieur qui m'a marqué. Il m'a marqué d'abord par son franc-parler, c'est-à-dire qu'il m'a dit un jour, mon frère, en toutes circonstances, quel que soit ce qui se passe, il faut toujours avoir le courage de dire la vérité. On ne vous en voudra pas d'avoir dit la vérité, mais on pourrait vous reprocher par la suite d'avoir menti. Donc j'ai eu la chance sur plusieurs plateaux d'avoir fait des débats avec Vincent Folly et j'ai vu que c'est un Fofo qui maîtrise vraiment les rouages du journalisme, qui s'est battu pour le rayonnement de la profession. Il fait partie de ceux qui ont dénoncé les corrompus de la presse. Il estime qu'on ne doit pas faire le journalisme en fonction de l'argent. Je crois que nous devons nous inspirer de sa vie. Voilà un monsieur, je dirais, qui n'a pas d'ennemi. Quand je finissais une émission et que si par rapport à un certain point de vue, il n'était pas d'accord, il a l'habitude de m'appeler. Il m'appelle, il dit, mais non, Alphonse, tu as dit telle chose. Et en 5-10 minutes au téléphone, nous arrivions à échanger. Et de temps en temps, il m'appelle pour, par fraternité, il dit, il veut juste savoir de mes nouvelles. Donc, je crois que Vincent Folly va manquer à la presse. Il a été l'homme de tous les combats de la presse. Même si, entre-temps, les gens ne le comprenaient pas,
Mais Vincent Folly était droit dans ses bottes. Il ne se reprochait rien. Il disait ce qu'il pensait. Il opinait surtout quand vous l'invitez pour venir faire une émission que Vincent est libre. Volontiers, il vient. Il n'a jamais... Je ne sais pas si on l'a invité une fois sur l'émission, il a dit non, je ne reviens pas. Quel que soit le contradicteur que vous mettez devant Vincent Folly, il arrive à s'en sortir et il ne craint pas votre puissance. S'il a quelque chose à vous dire, il le dit en direct, quitte à vous de vous fâcher ou de ne pas vous fâcher. Quelques personnalités publiques béninoises se sont exprimées à travers leurs canaux digitaux pour exprimer leurs sentiments suite à l'annonce du décès de Vincent Folly, journaliste et promoteur du quotidien La Nouvelle Tribune. Gauchiste par sa nature, Vincent Folly est un analyste politique et éditorialiste connu pour son professionnalisme, son franc-parler et sa rigueur. Fauché par la mort quelques semaines après 3 ans de bataille juridique consécutive à la fermeture de son journal La Nouvelle Tribune, une bataille soldée par une victoire. La nouvelle de sa mort a attristé beaucoup de personnalités du monde intellectuel et politique. L'ancien président de la République, Yahi Boni, en est profondément consterné. Monsieur Folly s'est investi totalement avec courage et abnégation dans la restauration et l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit de la personne humaine. Je souhaite de tout cœur que les chandelles de la liberté de presse et d'expression défendues par l'illustre disparu, icône du journalisme de qualité, soient entretenues pour le bonheur du peuple béninois. Pour l'écrivain béninois Florent Kwaozoti, Vincent Folly a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de la presse béninoise. Vincent Folly avait toujours eu une posture fondamentalement rebelle. On dit de lui qu'il fut communiste. Pour l'avoir connu, je savais qu'il avait un cœur qui penchait à gauche, à l'extrême gauche, qu'il avait tendance à défendre le petit peuple, à lui offrir son bras, que dis-je, sa plume protectrice. Il avait en sainte horreur les puissants, riches et politiques ayant tendance à abuser de leur pouvoir pour opprimer le peuple. Pour le professeur Simon Tometti, Vincent Folly est tombé au champ d'honneur, les armes aux pieds, la tête haute et la plume en main. Au juriste Serge Prince Agbodjan de tirer des leçons de la vie de l'illustre disparu. Vincent Folly est un homme intellectuellement honnête et équilibré qui déteste la compromission dans un Bénin où l'hypocrisie est la règle d'or. Vincent est un homme de principe qui ne troque jamais le oui contre le non. Il a le sens de la pudeur et de la responsabilité historique. Tu es pour moi un héros et je te remercie pour cette leçon de vie. Je retiens avec toi que les difficultés matérielles, les problèmes de ce monde ne peuvent amener un homme à changer de conviction. Connu pour son franc-parler, Vincent Folly fait partie des rares professionnels des médias béninois qui prônent l'éthique et la déontologie dans la presse avec une ardente défense des causes nobles et celles même présumées perdues. Merci à vous, Laurette Kankangbe, Juste Defodi Kano, François Ngberento, pour le point des messages de ces personnalités. Le ministre de la Santé a donné les raisons pour lesquelles un candidat au vaccin de Covid-19 ne doit pas assigner l'État en justice en cas d'effet secondaire. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Cotonou. Dr Benjamin Rumpati a expliqué aux hommes des médias que l'engagement du citoyen est un devoir républicain et non une fuite de responsabilité du gouvernement. Écoutons-le. On dit que vous n'attaquez pas l'État, mais ça n'empêche pas que l'État a mis en place un dispositif. Tous ceux qui ont pu présenter ne serait-ce qu'un petit effet secondaire lié à la vaccination ont été pris en charge totalement, gratuitement. Imaginez que nous soyons 100 000 vaccinés et que les 100 000 décident demain d'intenter un procès à l'État pour dire oui, quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal au bras. Quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal à la tête. Quand j'ai fait la vaccination, je me suis senti fatigué. C'est réel pour certains. Mais est-ce pour autant qu'on va faire perdre de temps à l'État, de l'argent à l'État? Je pense qu'il était licite que nous puissions mettre des garde-fous. Cela n'empêche nullement l'État, aucunement l'État, de prendre en charge entièrement au cas où il y aurait des effets secondaires. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Le médicament le plus dangereux pour moi aujourd'hui, c'est la paracétamol, qu'on avale comme des petits pains tous les jours. Vous avalez 12 grammes de paracétamol, vous allez faire une hépatite fulminante qui va vous tuer en moins de 24 heures. Et pourtant, on l'avale comme des petits pains. Donc, c'est dire que le problème de consentement ne doit pas inquiéter du tout. Dr Benjamin Rumpati, ministre de la Santé. La suspension de certaines activités en vue de réduire la propagation de la COVID-19 ne concerne pas les lieux de culte. Toutefois, les responsables religieux sont invités à faire respecter les gestes barrières dans ces lieux et sensibiliser leurs fidèles à se faire vacciner. Quelques citoyens rencontrés se prononcent sur la décision. Ils sont au micro de Clémence Tonocoin.
Ne pas fermer les églises, les mosquées et autres, c'est une très bonne chose. Parce que c'est des lieux où il faut aller prier. Vous voyez, non? C'est vrai que quand il y a une situation, il faut aussi prier Dieu pour que cette situation, Dieu nous épargne de tout ça. Vous voyez, donc c'est important de ne pas fermer les églises, mais de respecter les gestes barrières. Lavage de mains, ça ne coûte rien. Les cache-nez, ça ne coûte rien. On doit quand même se mettre en forme comparativement à ce que le gouvernement a dit. Maintenant, je demande au gouvernement, si quelqu'un ne respectait pas cela, de sanctionner. Je suis très content de la décision que le gouvernement a prise de ne pas fermer les lieux de culte, parce que ça permettra aux populations de se rendre dans les lieux de culte pour communiquer avec le Dieu. Je dirais aux pasteurs, aux imams et aux prêtres de sensibiliser leurs fidèles pour qu'ils aillent se faire vacciner. Avant là, on a respecté. Quand ils ont dit de respecter, si tu rentres dans les églises, tu vas voir, ils ont mis papier là. Et si tu rentres dedans, tu vas voir que, ici, tu ne dois pas t'asseoir ici. Donc, deux personnes. Donc, si ils peuvent encore, les églises peuvent encore respecter ces gestes-là, moi, je vois que Dieu va nous aider pour le reste. Il y a d'autres maladies qui tuent et qui n'ont pas de vaccination. Et Dieu merci que ça là de vaccination, simplement de faire la vaccination et de respecter les gestes barrières. C'est une très bonne décision et une fois encore, je remercie le gouvernement. Le Béninois, sa religion, on ne s'amuse pas avec. Donc, comme le gouvernement a étudié ça, il voit que c'est de demander à la population d'aller se faire vacciner, c'est déjà bon. Bien vrai qu'ils ont observé les mesures barrières que le gouvernement avait annoncées depuis pas mal de temps. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'ils n'ont pas levé l'interdiction, ça a continué, ils observent ça. L'écrivain Abalo Kokou Medagbe a rendu public un nouvel ouvrage intitulé « Les insectes du ministre ». La cérémonie de présentation du livre s'est déroulée ce samedi à Bomé-Calavi. Samson Oké. Des profondeurs de son inspiration, Abalo Kokou Medagbe accouche un nouveau bébé dans l'univers livresque, Les insectes du ministre, un ouvrage de 6 nouvelles qui raconte l'amour et ses frasques et bien d'autres réalités existentielles. Anissé Meingbeto, présentateur du livre. Le ministre avec ses insectes. La chute malheureuse, brutale, honteuse et peut-être fatale qu'il a connue n'a eu qu'un seul nom, Rosine Koupani. En effet, depuis que ses yeux sont posés sur cet employé des services de l'arrondissement de Gembe, il n'a plus jamais vécu tranquille. Secoué par l'amour ou l'attirance, il a fait nommer de coq à l'âne Rosine à la tête d'un projet phare de son ministère, lui a pris un appartement dans lequel il a commencé à voir sur elle des insectes avant de commencer effectivement à les tuer à l'extérieur du pays lors d'une mission organisée exprès pour se retrouver seul avec elle. La suite est imparable. Pour l'auteur, l'objectif est de participer à la transformation de la société à travers la plume. Abalo Kokou Medagbe, auteur du livre. Le but de chaque ouvrage, sinon ce que recherche chaque écrivain, c'est que l'être se transforme en bien. On n'écrit pas parce qu'on a envie d'écrire. On n'écrit pas parce qu'on a vu faire. On écrit parce qu'on veut toucher des âmes. On veut apporter des transformations. Et les insectes du ministre, comme tous les autres, sont arrivés comme ça. Je suis un écrivain humaniste. Mon objectif, c'est que la société se porte mieux, que les hommes et les femmes se portent mieux et puissent vraiment être en harmonie avec la nature dans laquelle ils sont. Les insectes du ministre, écrit en 157 pages, est désormais disponible sur le marché. Au terme de la vente à l'américaine, le premier numéro a été vendu à 250 000 francs CFA. Les résidences universitaires ne seront attribuées qu'aux étudiants qu'après des dépôts de dossiers en ligne. Une nouvelle réforme au Centre des œuvres universitaires sociales de l'Université d'Abomey-Calavi COUSACI. Pourquoi cette réforme et quelle est la position des étudiants à cet effet? Élément de réponse dans ce reportage signé Laurent Roland Kodjo-Toninkes. Les demandes d'attribution de résidence universitaire à l'université d'Abomey-Calavi se feront désormais en ligne. Une décision prise sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, précise Ghislaine Fagboum, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Elle évoque également les raisons qui motivent la prise d'une telle décision. C'est un portail que nous avons sur le site du ministère. Ça nous permet d'être présents et ça permet à l'étudiant
étudiant, en voulant s'inscrire, de demander en même temps sa cabine. Donc il y a un gain de temps énorme pour tout le monde. Tous les services publics aujourd'hui sont en train d'être dématérialisés pour éviter au maximum le contact avec le public et pour faciliter également les opérations au public. Parce que pour les résidences, par exemple, il y a beaucoup d'attroupements et quand nous sortons les listes, on les déchire et tout ça. Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, dénonce une décision prise de façon unilatérale, même s'il approuve la dématérialisation. C'est vrai qu'il faut, sur l'évolution des choses, en pensant aller à une dématérialisation des demandes. C'est nous qui rencontrons les difficultés lors des demandes de résidence universitaire. Et s'il doit y avoir des propositions de solutions, nous devrons participer à ces propositions de solutions. Nous n'avons pas été associés et l'information nous parvient dans ce contexte-là. Et donc, nous n'avons pas apprécié. Ghislaine Fagbohun rassure tout de même que les responsables étudiants seront associés à l'opérationnalisation de la décision. Sébastien Godonou, président du bureau directeur du comité des résidents BDCR, a tout de même des craintes. On a vu tantôt les cours en ligne qui sont déroulés avec ces inconvénients. Nous avons vu la demande en ligne sur la plateforme de la DBAU qui porte aussi ces inconvénients où les camarades étudiants depuis des mois ne sont pas encore entrés en possession de leurs fonds. Et aujourd'hui, on nous demande encore de passer la demande des cabines en ligne. Cela voudrait-il dire que l'année prochaine, quand ce serait en ligne, que la demande va être portée et que cela va avoir une telle lenteur que le camarade étudiant ne saurait plus à quel sens se vouer? Pour la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales, la décision sera mise en application et une évaluation sera faite. Nous sommes en train de mettre la plateforme en place. Nous sommes en train de faire les tests avec les techniciens. Nous allons l'expérimenter. Nous allons l'expérimenter à partir de la rentrée prochaine et nous ferons une évaluation et nous ferons le point avec l'autorité du terrain. Pour ce qui concerne les critères de sélection dans l'attribution des résidences universitaires, rien n'a changé, a également précisé la DECUS. Les filles, les handicapés et les étudiants de première année seront privilégiés. Toutefois, le président de la FNEB plaide pour une solution mixte. Merci à vous, Laurent Tonenkes. La Guinée-Conakry a fait l'objet d'un coup d'État hier. Les putschistes ont affirmé avoir capturé le président Alpha Condé et dissous toutes les institutions de l'État. Quelle lecture peut-on faire de cette situation? Quelles pourraient en être les causes? Élément de réponse dans cette interview à nous accordée par Olivier Michel de Campos et Morgan Assogba. Ils sont respectivement analystes géopolitiques et analystes politiques. Ils sont au micro de Dokas Awanga. La situation qui prévaut actuellement en Guinée interpelle déjà toute la communauté internationale et plus spécifiquement la sous-région ouest-africaine. Alors il s'agit clairement là d'un recul démocratique pour ce pays dont on connaît assez l'histoire après l'élection d'Alpha Condé en 2010 qui avait suscité une vague d'espoir réel pour la population guinéenne qui avait connu quand même, faut-il le rappeler, près de 52 ans de régime autoritaire. Alors cette élection avait sonné comme une sorte de renouveau pour la population, mais se solde malheureusement par ce nouveau coup d'État que nous pouvons considérer comme une sortie par la petite porte pour Alpha Condé. Il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des situations similaires en Afrique ont pour premier motif l'ordre constitutionnel. À un moment donné, vous avez des acteurs politiques ou même des personnes appartenant à la population qui ont estimé que l'ordre constitutionnel, qui naturellement est un test fondamental et que l'entièreté de la population aurait donc consenti à cela, a été à un moment donné brisé. Et une remise en cause de la légitimité de ces acteurs politiques qui sont au leadership. Et donc, naturellement, nous nous retrouvons face à ces contestations qui grandissent en frustration et qui, à un moment donné, lorsqu'ils rencontrent un soutien, que ce soit militaire ou que ce soit externe, cela donne ce que ça donne. Et donc, il est temps que les acteurs politiques prêtent une oreille plus attentive à chaque contestation relative à l'ordre constitutionnel dans le pays. Ce
peuple doit faire preuve de maturité. Maturité dans le sens de leur participation au processus de décision, maturité dans le sens d'éviter de s'enliser dans une dynamique de violence. Il faudrait que la communauté internationale ne décide pas, du système de transition qui doit être utilisé en Guinée, ne décide pas de la durée de ce système de transition, mais qui puisse permettre au peuple guinéen de faire un diagnostic profond de ce pourquoi la Guinée se retrouve face à cette situation et de suggérer des solutions eux-mêmes. En interactualité en Guinée, des officiers des forces spéciales ont affirmé hier avoir capturé le chef de l'État Alpha Condé, dissous les institutions, pris le contrôle de Conakry et fermé les frontières. Par ailleurs, les putschistes ont annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. L'ancien président du Nigeria, médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, restera dans le pays jusqu'au mardi 7 septembre. Une série de rencontres dédiées à l'évaluation du processus de transition politique en cours sont prévues. Les représentants au Mali de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la mission des Nations Unies seront donc réunis pour discuter des détails précis du calendrier de la transition. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été mis en liberté conditionnelle pour des raisons médicales. Incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice, Jacob Zuma, âgé de 79 ans, avait été hospitalisé le mois dernier puis opéré pour des raisons encore non dévoilées. La justice a statué ensuite suite aux requêtes du camp de défense de l'ex-chef d'État. Dimanche, les autorités pénitentiaires sud-africaines ont annoncé que la remise en liberté conditionnelle lui était accordée. Sadi Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, détenu dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014, a été libéré de prison en exécution d'une décision de justice selon le ministère de la Justice. Sadi Muammar Kadhafi a été libéré de prison en exécution d'une décision rendue il y a quelques années, a affirmé à l'AFP une source du ministère de la Justice. À présent, on va sur la pelouse. Tout le sport. Pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin affronte dans 35 minutes, tout à l'heure à 14h, la République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football CAF a officiellement autorisé 5000 supporters à suivre ce match. Mais il y a quelques jours, une décision du gouvernement béninois avait décidé de suspendre toute activité sportive à l'exception de quelques rencontres internationales avec un protocole sanitaire COVID-19 très strict. En conférence de presse hier, Michel Dussuyer, le sélectionneur national du Bénin, et Khaled Adénon, le capitaine des Écureuils, se disent confiants. Écoutons-les. Cette équipe de RDC est la favorite du groupe. Ils ont un effectif de grande qualité. Maintenant, on sait aussi que depuis le départ que ce sera un match difficile. Et qui plus est, en plus, ils ont laissé passer des points à domicile contre la Tanzanie. Donc, on s'attend à une opposition difficile. Maintenant, nous, sur notre terrain, on aura à cœur de prendre aussi les 3 points. Ben, le moral est bon. Quand on gagne, c'est toujours bon pour le moral, pour la confiance. Il s'agissait aussi, à travers ce match à Madagascar, de rebondir, de se redonner aussi un peu de la confiance et un nouvel élan. Il y avait une bonne dynamique, une bonne énergie à Antananarive. Et voilà, ça nous a permis de récolter les 3 points, ce qui est une très belle performance. Maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin. Cette victoire nous place dans de bonnes conditions. C'est un bon départ, mais il reste encore beaucoup de points à prendre. Franchement, sans vous mentir, je ne connais pas comment elle est cette équipe. Je connais qu'un seul joueur que j'ai joué avec lui en France, à Amiens, qui s'appelle Gaël Kakuta. Donc, à part lui seul, il n'est pas là. Dommage, sinon ça allait bien. Mais bon,
Par contre, l'équipe du Congo, je sais pas, franchement, ça vous mentir, je sais pas, je connais pas comment elle est cette équipe. Mais je sais qu'ils ont des bons joueurs, mais au niveau football, franchement, je sais pas. C'est une grande nation de football parce que quand j'étais petit, quand j'étais jeune encore, j'entendais toujours le Congo. Puis je regardais souvent le match à la télé. Donc ça, c'était des générations passées, mais cette génération, franchement, je sais pas comment ça. L'état d'esprit, vous savez, quand vous gagnez un match, le moral est toujours. Donc là, tout le monde est content d'avoir gagné ce match parce que, comme l'a dit tout à l'heure le coach, on est passé par un moment difficile il y a 2-3 mois. Donc bon, tout ça c'est derrière nous. Donc là, tout le monde est confiant, tout le monde est content, tout le monde a le moral haut. Donc du coup, pour pouvoir aborder ce match de demain, donc on va essayer de refaire le même match et pourquoi pas plus par rapport pour pouvoir prendre les 3 points à domicile parce que ça va être important pour nous. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Didier Guédou, chef d'édition. Albéric Dochamou, présentation Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette citation de Lumey. Je cite, « Quand l'affection pour quelqu'un est vraie, le temps ne la diminue pas. La distance ne l'efface pas. Et l'absent reste présent dans nos cœurs. » On se retrouve dans 2 minutes pour votre émission Réaction à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon. Bonne chance aux écureuils.